Dans une capsule précédente, on introduit la description du mouvement harmonique simple et on l'a introduite, cette description-là, en faisant une analogie entre le mouvement, par exemple, d'oscillation d'une masse au bout d'un ressort et le mouvement sur le cercle trigonométrique. Et on a montré que pour bien décrire le MHS, on aurait recours à des fonctions trigonométriques. Je veux revenir et dans cette capsule-ci, on va faire quelques exercices pour apprendre à faire certains calculs, surtout en relation avec quelque chose que j'ai soulevé, qui est la question de l'ambiguïté des fonctions, soit cosinus, sinus ou tangente, qui ont toujours au moins deux solutions possibles. En revenons rapidement sur nos descriptions du mouvement. La position x en tout temps sera donnée par xm, c'est-à-dire l'amplitude. L'amplitude, on se rappelle, c'est la distance maximale par rapport à l'équilibre. Or, ce n'est pas du maximum au minimum, c'est cette distance-ci. L'amplitude est toujours positive. Ce qui fait passer de positif à négatif, c'est le cosinus. Le cosinus, lui, va varier dans le temps en raison de la fréquence angulaire oméga en radians par seconde. Et au temps t égale 0, on part d'une certaine position. À t égale 0, c'est le moment auquel on commence à regarder le MHS. Alors, il peut être n'importe où pendant son cycle. On se rappelle qu'il y a toujours deux positions, deux solutions. La position peut être positive pendant qu'on est en montée, mais encore positive pendant qu'on commence à descendre. Elle peut être négative pendant qu'on continue de descendre ou encore négative pendant qu'on a commencé à remonter. De même pour la vitesse, qui peut être positive dans deux situations et négative dans deux situations. La vitesse, ben, elle est obtenue en dérivant la position et on obtient cette expression-ci, moins oméga xm sinus oméga t plus phi. Et remarquez le signe moins qui est ici, il va être important. L'accélération, double dérivée de la position ou dérivée première de la vitesse, moins oméga carré xm cosinus. On a fait ressortir le fait extrêmement important que l'accélération est proportionnelle à le signe moins de la position. Donc, la position affectée d'un signe moins. Donc, si la position est positive, l'accélération sera négative. La position négative, l'accélération sont positives. Pourquoi? Pour ramener toujours l'objet à sa position d'équilibre. Et on parle ici de force de rappel. Un exemple qu'on n'a pas traité ensemble, mais qui va être assez important, c'est celui de la masse ressort. Ici, on montre une masse qu'on a éloignée, on a étiré un ressort et on l'a fait partir, elle va osciller. Et si le ressort tire sur la masse, il y a une force. Toutes les forces, selon la deuxième loi de Newton, égale ma. Dans le cas de la force de Hooke, Hooke étant un contemporain de Newton, cette force-là est donnée par moins kx, avec ce qu'on a trouvé que l'accélération est égale à moins w carré x, par conséquent, w ou oméga carré est égal à k sur m, et on trouvera que la fréquence angulaire propre du système est donnée par la racine carrée de la constante de rappel du ressort divisée par la masse qui est attachée au ressort. J'aimerais ici en profiter pour dire que le MHS, son importance, c'est pas seulement pour parler de masse et de ressort ou de pendule, comme on fait dans cette introduction ici. Le MHS est extrêmement important en physique, notamment quand on applique la théorie quantique au MHS, on découvre que le vide n'est pas vide. On découvre que même au niveau d'énergie minimale d'un système masse-ressort ou d'un pendule, il y aura toujours une fluctuation qu'on appelle l'énergie du vide. De même, et surtout on le voit très bien dans un des livres de Richard Feynman, on explique l'origine de l'indice de réfraction. L'indice de réfraction dans un milieu, c'est par combien la lumière est-elle ralentie dans ce milieu-là par rapport au vide.
On l'explique de la façon suivante. La lumière, c'est une onde électromagnétique, donc c'est une variation des champs électriques et magnétiques. Lorsque cette lumière-là interagit avec les atomes dans un milieu, ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on applique le MHS pour expliquer que les électrons vont se mettre à osciller en réponse au champ électromagnétique incident. Et c'est cette interaction-là qui se trouve à ralentir la lumière dans toute onde électromagnétique dans un milieu. Alors maintenant, pour voir un peu comment on va utiliser nos équations, comment surtout on va lever l'ambiguïté des fonctions sinusoïdales, je vais aller regarder quelques exemples et exercices avec vous. Le premier qu'on va regarder, c'est dans votre manuscrit, c'est l'exemple 1.2. On va y aller ensemble, c'est à la page 9. Un objet décrit un mouvement harmonique simple, à t égale 0, sa position est négative, sa vitesse est négative, son accélération forcément positive puisque la position est négative. À t égale 0, je le répète, ne veut pas dire le début du mouvement, c'est le moment où on commence à le regarder. Il peut être n'importe où dans son cycle. Et les trois questions, période du mouvement, amplitude du mouvement et constante de phase. On va voir que pour répondre aux questions B et C, ces deux questions-là sont intriquées l'une dans l'autre. Et je vais le faire de deux façons. À la façon qui est utilisée par votre auteur à l'exemple 1.2 et d'une autre façon qui est également possible et pertinente. Alors, je vais aller regarder le document que je vous en ai préparé. Voici. On nous a donné la position, la vitesse. La position et la vitesse sont négatives, l'accélération est positive. On demande d'abord la période du mouvement. Ben, on peut tout de suite utiliser le fait que l'accélération est donnée par moins oméga carré x et on connaît la relation entre oméga et la période, 2pi sur la période. Pourquoi? Oméga, c'est la fréquence angulaire en radians par seconde. F, c'est la fréquence en cycles par seconde. Et on sait que la fréquence est égale à 1 sur la période, une relation de réciprocité inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois qu'on a accompli une période, un cycle complet, ben on a fait 2pi sur le sur le cercle trigonométrique. Donc, fréquence angulaire, des radians par seconde. On fait un petit calcul et on arrive à la réponse qui est 12,7 radians par seconde. Amplitude et phase du mouvement, selon la méthode présentée par l'auteur. Or, on va utiliser nos deux équations, une pour la position et l'une pour la vitesse. On va les modifier pour pouvoir utiliser l'identité trigonométrique cos carré plus sin carré. Pour ce faire, il va falloir ici passer notre moins W à gauche pour avoir à droite des cos et des sin seulement. Ici, on aura le sin. Or, on passe les chiffres à gauche, on a x carré plus v sur moins w au carré égale l'équation 1 au carré plus l'équation 2 au carré. Et on voit ici qu'on peut mettre xm, l'amplitude, en évidence. Cos carré plus sin carré égale 1. Notre seul inconnu, c'est l'amplitude. On résout pour l'amplitude 7,3 cm. Cette amplitude-là, maintenant, on peut la réintroduire dans n'importe laquelle de nos deux équations, 1 ou 2 avec les chiffres. Et on va les résoudre pour phi. On prend l'équation, j'ai pris l'équation de la position, moins 0,016, qui est la position au moment où on commence à regarder, égale xm, qui est ici égal à 7,3 cm fois le cosinus phi, de compter phi et l'angle dont le cosinus est soit plus 1,79 ou moins 1,79. La calculatrice nous aura donné moins 1,79 radians, ça veut dire on part à calculer les angles dans le sens horaire. Mais il y a l'autre possibilité, le cosinus à plus 1,79 est lui aussi possible. Ils ont la même valeur, les deux cosinus. On va choisir plus 1,79. Pourquoi? Parce qu'il faut que la vitesse soit négative. Pour que la vitesse est égale à moins Wxm sin phi. Pour que la vitesse soit négative, avec déjà ce moins-là, il faut que le sinus soit positif.
et ça va nous faire choisir la valeur phi égale 1,79 radians. Et maintenant, on a répondu à toutes les questions. On a la fréquence angulaire, l'amplitude et la constante de phase. On va aller regarder une autre façon de répondre aux mêmes questions. Bon, je vais regarder seulement l'amplitude et la phase. La fréquence angulaire est la même. Cette fois-ci, on va modifier nos deux équations, 1 et 2, pour utiliser la définition de la tangente. Or, si je divise l'équation 2 encore par son moins W, cette équation-là divisée par l'équation 1, les xm cette fois-ci s'annulent et je reste avec ces chiffres-ci sont égaux à, me donne la tangente phi. La tangente phi, quand on va mettre ça dans la calculatrice va nous dire phi égale moins 1,35 radians. Moins 1,35 radians, ça veut dire qu'on commence à calculer ici par rapport dans le sens horaire. Mais il y a une autre possibilité, c'est la possibilité symétrique. La tangente est négative ici parce que le cosinus est positif, mais le sinus est négatif. Mais la tangente peut être négative ici aussi avec le cosinus négatif, mais le sinus positif. Et on a dit qu'il fallait, étant donné les chiffres, que le cos soit négatif et le sin positif, ce qui va nous donner que on doit aller chercher phi plus pi, et ça donne encore une fois 1,119 radians. On introduit dans l'équation 1 et on résout pour l'amplitude. Or, il y a deux façons possibles de faire. Vous choisissez celle que vous préférez. Je préfère celle de la tangente. Votre auteur préfère celle de l'identité trigonométrique. Les deux sont également valables. Plusieurs chemins mènent à Rome. On va aller regarder un autre exercice qui est la question 1, qui va nous permettre en page 35, qui va nous permettre de mieux comprendre les questions de la constante de phase en relation avec les graphiques. Alors, dans cette question ici, on nous donne un graphique, qui est celui-ci. Au temps t égale 0, on voit que la position est négative, mais la vitesse est négative parce que lorsque le temps avance, la position devient de plus en plus négative. Donc, on doit choisir la constante de phase phi pour t, parce que la définition de la constante de phase, c'est l'argument du cosinus à t égale 0, pour qu'à ce moment-là, la position soit négative et la vitesse soit négative. On nous donne ces quatre possibilités-ci. Alors, je vais regarder la discussion que j'ai faite du problème dans un document que je vous ai mis en ligne. Alors voici les quatre possibilités qu'on nous donne dans la question 1. On nous dit soit phi étant moins pi sur 2 et moins pi. Quand on donne des angles négatifs, ça veut dire qu'on calcule les angles en sens horaire. Donc, entre moins pi sur 2 et moins pi, la possibilité I, c'est celle-ci. Entre 0 et moins pi sur 2, dans le sens horaire, c'est celle-ci. La possibilité 3 est entre 0 et pi sur 2, c'est en sens anti-horaire. Et la 4 est entre pi sur 2 et pi, c'est celle-ci. Bon, on va regarder quel choix on doit faire pour justement lever l'ambiguïté. Il nous faut une position négative, donc un cos négatif, et une vitesse négative. Mais on se rappelle que la vitesse, par sa définition, il y a déjà un moins. Pour que le résultat soit négatif, il faut que le sinus soit positif. Donc, on va avoir ces deux conditions-là. On regarde toutes les possibilités. La possibilité I, le cos est négatif, c'est bon, mais le sinus est négatif, donc la condition n'est pas rencontrée. La possibilité 2I, le cos est négatif, ce qui ne rencontre pas notre condition. Le cos est positif, pardon, ce qui ne rencontre pas la condition. Et le sin est négatif, ce qui ne rencontre pas non plus la condition. La possibilité 3i, le cosinus est positif, ce qui ne rencontre pas la condition.
et le sinus est positif, ce qui aurait été bien. Seule la possibilité 4 rencontre les deux conditions et on va choisir que c'est donc dans la possibilité 4 qu'il faut choisir. Alors, il faut tout le temps regarder il faut tout le temps avoir au moins deux conditions. Un cos et un sin. Le cos, c'est la position, mais c'est aussi l'accélération. La vitesse est un sin. Alors, il faudra toujours, dans les exercices, dans les graphiques ou tout, aller chercher ces deux types d'informations-là pour réussir à lever l'ambiguïté. Je vais regarder avec vous un autre exercice qui est le problème 12 en page 36. Alors, dans ce problème-là, on nous dit qu'un système bloc-ressort oscille à une période de 2,40 secondes au temps zéro. Le bloc se trouve à une distance à gauche de la position d'équilibre. On peut donner le système de coordonnées comme on veut. De façon générale, on donne positif vers la droite. Ça donnerait ici une position négative. Il se déplace vers la gauche, donc à une vitesse négative. Je vais aller regarder avec vous la solution que je vous en ai rendue disponible en ligne. Donc ici, je me suis donné un système de coordonnées positives vers la droite. Par conséquent, et la position et la vitesse sont négatives. On aurait pu décider de mettre le système de coordonnées positives vers la gauche. On aurait eu deux chiffres positifs. La réponse à la fin aurait été la même. Ce qu'on nous demande de faire dans cet exercice-là, c'est d'écrire l'équation du mouvement. Donc, ce mouvement-là, on le décrit. Il faut trouver l'équation du mouvement, xm cosinus oméga t plus phi. Or, on ne connaît ni l'amplitude ni la constante de phase, mais on a l'information pour calculer la fréquence angulaire. La fréquence angulaire, 2π sur la période. On nous a dit que la période est 2,40 secondes. On connaît donc la fréquence angulaire 2,62. On est au temps zéro. Au temps zéro, donc, on va faire disparaître le oméga t dans l'équation. On a maintenant deux équations. Une équation pour la position, équation 1, une équation pour la vitesse, équation 2. Et là, ben, ici, j'ai utilisé ma méthode préférée. C'est mon privilège. Et ce sera le vôtre. Vous utilisez la méthode que vous préférez. Et bon, j'ai commencé par résoudre pour l'angle phi et en faisant l'équation 2 sur l'équation 1 et on trouve moins 1,37. Ce qui nous dit que l'angle, c'est la tangente. Donc, c'est cet angle-ci, moins 1,37 ou, pardon, phi égale moins, la tangente est égale à moins 1,37, phi est soit égal à moins 0,94 ou à plus 2,20 radians. Encore là, la tangente peut être négative ici, là où le sinus est négatif, mais le cos positif, ou dans ce cadran-ci, là où le cosinus est négatif, mais le sinus positif. On regarde nos conditions, il faut que la position soit négative, donc le cos doit être négatif, la vitesse doit être négative, donc le sin doit être positif, d'où le cadran 2 à 2,20 radians. Ce n'est qu'ici qu'on a le cos négatif et le sin positif. On connaît maintenant l'angle et on peut, cette fois-ci, notre seul inconnu qui demeure, c'est la position, l'amplitude du mouvement, pardon, et on peut résoudre pour l'amplitude et répondre complètement à la question. OK, alors je vais compléter ici cette capsule où l'on a vraiment appris à utiliser correctement nos équations du mouvement en revenant rapidement sur ces équations-là. Ces équations sont celles qui nous sont données ici et il faut apprendre toujours à les utiliser correctement et à lever l'ambiguïté qu'on a toujours dans les fonctions trigonométriques.